Bonjour à toutes et à tous, David Barrault, je suis rédacteur en chef aux Échos. Ravi de vous accueillir pour ce Investir Day, où j'ai le plaisir d'accueillir François Jacov, qui est le directeur général d'Air Liquide depuis l'été dernier. On va revenir sur votre parcours. Juste un mot d'introduction sur Air Liquide, qui est un des champions français de ce qu'on appelle parfois les gaz industriels, mais ça va au-delà de ça. Vous servez aussi des marchés dans la santé. C'est un groupe de 66 000 collaborateurs présents dans 75 pays, qui a une particularité, je trouve, c'est que c'est un groupe qui a plus de 100 ans, 120 ans, et il n'a connu que 6 directeurs généraux au cours de toute sa carrière. Et vous venez de prendre les commandes après un Benoît Potier, qu'on a eu souvent comme invité, et qui est resté presque plus de 20 ans, même à la tête du groupe. J'ai envie de vous demander peut-être comme première question, parce qu'on va devoir vous apprendre à vous connaître, comment est-ce qu'on gravit tous les échelons dans un groupe où, en plus, vous avez la spécificité de faire beaucoup de promotion interne. Vous avez fait presque toute votre carrière, je crois, chez Air Liquide. C'est quoi le parcours typique de quelqu'un qui finit par prendre les commandes d'un groupe comme Air Liquide ? Bonjour David, merci pour cette question effectivement d'introduction. Ça fait 30 ans que je suis dans le groupe Air Liquide. J'ai eu la chance d'occuper de nombreuses fonctions. J'ai travaillé dans tous les continents, sur tous les continents, dans tous nos métiers. Et donc, je pense que c'est comme ça qu'on arrive au poste de directeur général du groupe. C'est du travail, c'est de l'expérience, c'est d'être confronté à beaucoup de situations très diverses. C'est connaître nos clients, c'est connaître nos équipes, c'est connaître nos marchés. Et puis, c'est aussi développer, s'approprier la culture d'entreprise qui est très forte, une culture centrée sur l'innovation, sur le futur, sur le long terme. Vous êtes rentré dans ce groupe, vous disiez, il y a presque 30 ans. Est-ce qu'il faut être chimiste, ingénieur ? C'est quoi le diplôme qu'on doit avoir pour rentrer chez Air Liquide ? Alors, il n'y a pas de tampon pour rentrer dans le groupe Air Liquide. Je pense qu'il fait notre spécificité, c'est effectivement nos équipes, nos talents, et on a besoin d'une grande diversité. Donc, on a des profils qui sont des profils d'ingénieurs, de chercheurs, bien sûr, parce qu'on a un contenu technologique, on est une entreprise de technologie, on est une entreprise qui innove, donc on a besoin de gens qui innovent, mais on n'innove pas que dans la technologie, on innove aussi dans les concepts marketing, dans les nouveaux marchés. Et donc, c'est cette richesse et cette diversité qui, je pense, fait la force du groupe. Donc, tous les profils engagés et motivés sont les bienvenus. Et le vôtre en particulier ? Alors, le mien, j'ai un profil plutôt, effectivement, de chimiste, de recherche. J'ai eu la chance de faire de la recherche en France, aux États-Unis. Et ensuite, j'ai fait une formation business pour compléter les deux. Mais encore une fois... Marcher sur deux jambes. Exactement, c'est un des exemples. Avant de parler spécifiquement de Air Liquide et de ce qui fait votre différence et votre valeur ajoutée, peut-être un mot sur le contexte dans lequel on évolue cette année. Je sais bien qu'il ne faut pas retenir que les mauvaises nouvelles, mais il y a quand même de l'inflation, une inflation spécifique sur l'énergie, des problèmes de pénurie, des inquiétudes sur est-ce que l'économie va vers un ralentissement. Quand on dirige un groupe, on prend les commandes dans une période comme ça un petit peu compliquée. C'est quoi votre tableau de bord sur la liste des risques ? Comment est-ce que vous évaluez les mois ou les trimestres qui viennent ? Alors c'est vrai qu'on fait face à une situation qui est d'une complexité rare, où il y a beaucoup de voyants qui sont effectivement à l'orange, avec un monde qu'on connaissait qui est en train de se transformer. L'inflation, dans beaucoup de pays, on n'avait plus l'habitude de l'inflation. On a vu aussi le prix de l'énergie augmenter de façon fulgurante. On voit des tensions géopolitiques. Donc les équilibres du monde tels qu'on les connaissait sont en train d'être reconfigurés. Donc ça fait beaucoup de choses qui bougent. Donc on le suit évidemment avec grande attention, donc avec beaucoup de concentration. Ça nous demande de s'adapter aussi aux environnements qui changent. Mais globalement, on a la chance d'être dans un groupe qui est très résilient et qui a montré sa capacité à performer, à surperformer dans de nombreux environnements. Donc, aucune crise, j'allais dire, est acquise, bien sûr, mais on l'aborde avec quand même une confiance dans notre modèle, qui est basée sur notre diversité géographique, qui est aussi basée sur nos contrats qui sont long terme, et puis notre capacité à aller chercher de la performance dans les différents environnements. Donc,
mon attention, elle se porte bien sûr sur le court terme, sur la situation, mais là aussi en faisant levier sur les fondamentaux du groupe. Mais mon compas, c'est quand même le moyen et le long terme. Le long terme, ouais. Une des questions essentielles aujourd'hui pour beaucoup de groupes industriels, c'est, vous l'avez évoqué, la hausse de la facture énergétique. Est-ce que dans votre métier, est-ce qu'on consomme beaucoup d'énergie pour créer, alors je ne sais pas si le mot exact c'est créer, mais ou pour fabriquer du gaz, pour le mettre en bouteille? Est-ce que vous consommez beaucoup d'énergie? Et si c'est le cas, comment est-ce que vous vous adaptez? Est-ce que vous faites partie de ceux, on sait que dans certains secteurs très consommateurs d'énergie, ils ont décidé ou de délocaliser la production vers d'autres pays où l'énergie est moins chère, ou de mettre sous cocon leurs usines pendant un certain moment, de surstocker pour le moment en se disant on reprendra la production plus tard. Donc combien vous consommez et est-ce qu'il y a des moyens de consommer un peu moins ou est-ce que vous êtes obligé de fermer des sites pour l'instant? Alors, l'énergie a toujours été, et la gestion de l'énergie, au cœur de notre modèle de création de valeur. Et donc, en ce moment, on parle beaucoup de sobriété énergétique, qui est un peu l'urgence pour beaucoup. Pour nous, c'est un impératif de toujours. C'est dans notre ADN, parce qu'effectivement, notre matière première, c'est l'énergie, l'électricité pour faire de l'oxygène ou de l'azote, et c'est du gaz naturel, par exemple, pour faire de l'hydrogène, en grande partie aujourd'hui. Donc la gestion, l'efficacité de la gestion et de l'utilisation de l'énergie fait vraiment partie de notre ADN. Ça a toujours été une clé de votre compétitivité. Alors, tout à fait. Donc, inventer des procédés qui consomment moins d'énergie a toujours été ce qui a tiré nos efforts de recherche et de développement. Donc, les unités qu'on est en train de mettre en fonctionnement, là par exemple pour produire de l'oxygène, on en a une qui est en train de démarrer en Hollande, elle consomme 5 à 10% de moins d'électricité que la génération précédente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est au centre de notre compétitivité et des solutions qu'on est capable d'offrir à nos clients. Mais cette tension sur l'énergie, elle s'adresse aussi à nos clients et une de nos forces, c'est nous, Air Liquide, être capable d'offrir des solutions pour nos clients, pour diminuer leur facture énergétique. C'est de leur dire à eux, on peut aussi vous aider à dépenser moins dans la consommation d'énergie. Alors, comment on fait ça? De façon très pratique, je peux prendre un exemple qui est l'utilisation d'oxygène dans un four de combustion. Alors, un four, par exemple, pour faire du verre. Vous avez besoin de faire fondre du sable, de la silice et puis un certain nombre d'autres choses. Vous utilisez du gaz naturel que vous brûlez avec de l'air. Si vous remplacez l'air qui est utilisé dans ces brûleurs pour chauffer en fait cette masse-là par de l'oxygène pur, en fait vous améliorez les transferts thermiques dans le four. Un meilleur rendement. Vous avez un meilleur rendement et donc vous allez économiser 10 à 15% de gaz naturel. Aujourd'hui, c'est absolument critique parce que, c'est difficile de se fournir en gaz naturel. Le coût du gaz naturel et de l'énergie est bien supérieur et ça permet de réduire aussi de 10 à 15% les émissions de CO2, qui devient un critère essentiel pour nos clients. Donc on est vraiment un acteur pour proposer des solutions d'efficacité énergétique à nos clients, qui sont les grands industriels. D'accord. Et pour l'instant, vous n'avez pas été amené à fermer des sites de production parce que la facture d'électricité ou d'énergie coûtait trop cher. Vous avez réussi à maintenir votre activité. Alors, tout à fait, mais deux points quand même. On a vu de façon temporaire dans certaines régions, je pense au nord de l'Italie ou par exemple en Espagne, principalement parce que c'est en Europe qu'on a vu les tensions les plus fortes sur le prix de l'énergie, certains de nos clients qui sont très intensifs en consommation d'énergie, diminuer ou arrêter leurs procédés pendant une semaine ou 15 jours. Donc ça, on l'a vu dans les derniers mois se passer. Nous, on n'a pas été confrontés à ça. Bien sûr, on adapte notre demande aux besoins des clients. Mais ce qu'on est capable de faire, c'est faire ce qui s'appelle de l'effacement. D'accord. Ça veut dire quoi? L'effacement, c'est comme on est un gros consommateur d'électricité dans la plupart des pays dans lesquels on opère, quand il y a une tension sur le réseau, on est capable de diminuer de façon volontaire, en accord avec les gestionnaires du parc électrique, notre consommation pour libérer de la capacité sur le réseau. Quand il y a un pic de consommation, vous pouvez vous effacer, c'est ça? Et comment on fait ça? On fait ça d'autant mieux qu'on a la capacité dans nos unités de production d'oxygène de stocker de l'oxygène liquide au moment où l'électricité est abondante. Par exemple, quand les renouvelables sont au pic de consommation, quand il y a plein de vent ou il y a plein de soleil.
On accumule en fait de l'oxygène liquide qui est un équivalent d'électricité. Et puis au moment où le réseau en a besoin, on arrête de produire, on arrête de consommer sur le réseau et on va vaporiser, utiliser ces stockages d'oxygène. Et donc là, on voit qu'on a un rôle absolument critique, surtout dans cette période-là, pour aider en fait les infrastructures nationales à gérer la charge. D'accord. Pour un groupe comme le vôtre, quels sont les leviers de croissance plutôt à long terme, pas juste là dans les mois qui viennent, mais c'est quoi les leviers de croissance quand on est dans une industrie plus que centenaire, hein, je le disais en introduction, le groupe a 120 ans, ça fait 120 ans que vous mettez du gaz en bouteille. Bon, est-ce que c'est une industrie qui croît à la vitesse du PIB? Quelles sont les pistes qui peuvent vous permettre peut-être de croître un peu plus vite et un peu plus vite que vos concurrents? Globalement, on peut et on va croître plus rapidement que la production industrielle. Et la raison pour laquelle on est capable de faire ça, et on est très confiant dans notre capacité à le faire, c'est qu'on est positionné sur des marchés qui sont des marchés porteurs. Le premier, c'est la transition énergétique, et dans cette transition énergétique, la décarbonation de l'industrie et de la mobilité. Et donc là, c'est utiliser de l'hydrogène. Il n'y a pas un paradoxe à dire ça quand on produit du gaz? On a l'impression que le gaz, c'est plutôt... Pas du tout, parce qu'on assimile gaz à gaz naturel, mais on produit tous les gaz, j'allais dire, sauf le gaz naturel. Donc nous, les gaz, c'est les gaz de l'air, c'est l'hydrogène aussi. Donc dans cette transition énergétique pour décarboner en fait l'industrie ou le transport, c'est l'hydrogène, on en parle beaucoup, c'est aussi le CO2, capturer le CO2, c'est l'oxygène, comme je viens de le mentionner, sur l'oxycombustion, sur les fours, mais c'est aussi le biométhane, on est un des acteurs qui permet, grâce à notre capacité de purifier les gaz, de réutiliser des gaz qui viennent de la fermentation animale, par exemple, ou de déchets, ou de la biomasse, et de le convertir en gaz naturel. Donc, le premier pilier, c'est vraiment la décarbonation de la planète, j'allais dire, industrie et mobilité. Ouais, et ça, c'est un nouveau marché, puisque on n'y pensait pas tellement il y a 15 ans, alors qu'aujourd'hui, c'est au cœur de ce qui va être l'industrie dans les décennies à venir. Ouais. Et ça, c'est extrêmement important, et c'est vrai qu'il y a une nouvelle dynamique dans tous les pays, y compris dans les pays les plus matures, où on n'avait pas vu d'investissement industriel pendant des années. On a besoin de réinventer la façon de produire tout ce qu'on produit avec une production sans carbone. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'industrie des semi-conducteurs et l'électronique au sens large. On est le leader mondial de la fourniture des gaz spéciaux et d'un certain nombre de molécules pour l'industrie qui fabrique les puces, les fameuses puces dont on parle beaucoup. Et donc il y en a de plus en plus dans tous les objets. C'est vrai qu'avant, il y en avait dans les téléphones. Et on en a besoin, vous avez vu les pénuries très claires. Et pour produire ces puces, donc on a besoin de nos gaz et de nos produits. Et ce qui est en train de se passer, c'est un marché qui continue à augmenter, de par les besoins liés au digital d'une façon générale, à la mobilité, à l'Internet des objets, à tout ce qui va avec. Mais c'est aussi lié aux besoins de souveraineté, et qu'on trouve dans l'électronique, mais dans un certain nombre d'autres secteurs industriels, où les pays décident d'avoir leur propre capacité de production. Typiquement, tous les investissements dans les semi-conducteurs se passaient en Asie pendant les 10 dernières années. Aujourd'hui, on en voit aux États-Unis. Il y a une douzaine de méga-fabs qui sont en construction aux États-Unis, mais aussi en Europe. Donc ça, c'est vraiment un vecteur de croissance très important, là aussi basé sur un besoin de long terme. Le dernier pilier que je voudrais mentionner, c'est la santé, et en particulier la santé à domicile. Vous savez qu'aujourd'hui, on a pratiquement 2 millions de patients à domicile, c'est une des facettes du groupe Air Liquide, où on apporte du soin pour des patients qui ont des maladies chroniques. Et ça, malheureusement, de par le vieillissement de la population, la pénurie aussi de personnel, et pour gérer les coûts, il y a dans tous les pays une tendance à essayer de développer les soins et la santé à domicile. Là, on est en train de réinventer le modèle en combinant à la fois une partie service avec du personnel hautement qualifié, du service médical ou médicalisé, mais aussi le digital qui permet d'être au plus près du patient, de mieux traiter et accompagner le patient, tout en réduisant globalement les coûts pour le système de santé. Et donc là, vous voyez que... Vous avez 3 marchés en croissance sur lesquels vous pouvez... Exactement. Entre décarboner la planète, fournir l'industrie des semi-conducteurs et réinventer la santé de demain, on a 3 bons boosters de croissance pour le groupe. Alors,
Dans ce métier, quelles sont les barrières à l'entrée? Est-ce que ce que vous faites est très compliqué? Est-ce que c'est difficile de venir vous concurrencer? Ou c'est un métier très challengé où finalement demain vous pourriez avoir sur chacune de ces niches plein de nouveaux concurrents qui viennent se dire il y a un petit potentiel, je vais m'y intéresser moi aussi. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez maintenir une forme de leadership sur ce marché? C'est un marché de spécialistes, de haute technologie. C'est plus compliqué que ça en a l'air. Alors, on a des molécules qui sont très simples. On est souvent classé dans les industries chimiques, mais en fait, nous, on utilise des molécules qui sont connues depuis des milliards d'années. Oui. On a un tout petit portefeuille de molécules. Par contre, on a beaucoup de savoir-faire dans la production et dans l'utilisation des molécules. Donc, on a un portefeuille de brevets qui fait partie des forces d'Air Liquide. On continue les efforts d'innovation et de R&D. Et puis aussi, on a des positions existantes qu'on a construites année après année, qui aujourd'hui sont des vrais atouts. Dans le domaine de l'hydrogène, en particulier, on est leader mondial des réseaux de pipeline d'hydrogène. On a des réseaux qui, par exemple, traversent tout le nord de l'Europe et qui, aujourd'hui, sont un atout décisif au moment de cette transition énergétique pour accompagner les clients et avoir déjà une infrastructure. Vous avez l'infrastructure, ça crée. Bien sûr. Ouais. Vous aimez vous définir parfois comme un champion des solutions climat. Qu'est-ce que ça regroupe quoi et en quoi vous pouvez être vraiment un acteur de cette lutte contre le réchauffement climatique? C'est toute votre stratégie, un pilier essentiel? Alors, la décarbonation de la planète, globalement, est centrale dans notre stratégie. Alors, on va déjà se l'appliquer à nous-mêmes, bien sûr, parce qu'on émet de façon directe du CO2 quand on produit de l'hydrogène à partir de gaz naturel, et puis on émet du CO2 quand on utilise de l'électricité qui, elle-même, a généré du CO2. Donc, bien sûr, on a nos objectifs de décarbonation de nos propres unités, et tout ça, ça s'inscrit dans une neutralité carbone, avec une inflexion de nos propres émissions dès 2025. Ce qui veut dire demain. C'est-à-dire que vous allez capter une partie du CO2 que vous produisez? On va capter une partie du CO2 qu'on produit, et on a un certain nombre d'exemples industriels aujourd'hui, mais on va aussi utiliser, et on utilise aujourd'hui plus d'électricité renouvelable, et on va aussi transformer la façon de produire de l'hydrogène en utilisant en particulier la technologie qui s'appelle l'électrolyse de l'eau, qui ne part pas de gaz naturel, mais qui va partir d'électricité bas carbone, nucléaire ou renouvelable, pour faire de l'hydrogène qui est bas carbone. Donc ça, c'est essentiel, c'est pour nous. Mais comme je le mentionnais avec les quelques exemples, accompagner vos clients. Notre ambition, c'est d'apporter des solutions. Et je pense que ce qui fait notre force, ce qui nous différencie aussi, c'est la capacité qu'on a d'avoir des solutions très concrètes, qui sont opérationnelles, qui sont économiques aujourd'hui et qui sont industrielles. Beaucoup de gens parlent de la transition énergétique. J'allais dire, il y en a peu qui le font au quotidien. Aujourd'hui, on signe des contrats industriels de 15 ans avec des industriels majeurs pour mettre en place ces solutions-là. Et encore une fois, basés sur notre portefeuille de technologie, nos savoir-faire, mais aussi nos actifs existants qu'on est capable de mettre au service de cette décarbonation. Un mot peut-être sur l'hydrogène, dont Air Liquide a été un des premiers à parler, à faire la pédagogie de cette nouvelle source d'énergie. C'est quoi votre horizon de temps pour que l'hydrogène rentre dans notre quotidien comme une véritable source, pas juste pour quelques industriels de façon précise, puisqu'aujourd'hui l'hydrogène est surtout utilisé dans, je me trompe peut-être, mais la pétrochimie ou des choses comme ça, mais demain, la vocation, c'est peut-être d'en faire un marché un peu plus grand public avec des transports. On se projette dans combien de temps? Dans combien de temps ça devient un vrai relais de croissance pour le groupe et plus simplement un secteur sur lequel il faut investir? Alors, l'hydrogène, aujourd'hui, c'est déjà plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour le groupe Air Liquide, donc c'est quand même quelque chose qui est significatif. On voit très clairement que les nouveaux usages dans l'industrie, que ce soit la pétrochimie, la sidérurgie par exemple, vont augmenter de façon très significative. Donc ça va être un vrai relais de croissance. Assez vite. Oui, tout à fait. On est en train là de signer les contrats, on est en train de construire des usines. Il y a un certain nombre d'annonces là, qui ont été faites ou qui vont être faites exactement dans ce sens-là. Donc on voit que c'est une réalité industrielle. Par contre, effectivement, ce n'est pas encore dans le quotidien. Et dans le quotidien, on voit l'hydrogène effectivement dans la mobilité. Cependant, c'est probablement dans certains segments de la mobilité. Et aujourd'hui, le segment qui est adressable de la façon la plus évidente pour l'hydrogène, c'est la mobilité dite mobilité lourde. C'est-à-dire les trains, les poids lourds, des choses comme ça? Tout à fait. Quand on a besoin d'autonomie,
quand on a besoin de transporter des charges importantes, soit de personnes, soit de marchandises, qu'on a besoin de temps de remplissage qui sont importantes. Et donc là, les créneaux sur lesquels on voit une très bonne application, c'est les camions, hein, les gros camions, tout à fait. Ça peut être aussi les camionnettes, par exemple, utilisées dans les artisans. Et c'est une solution aujourd'hui qui est très intéressante et qui va voir le jour dans quelques années, hein, c'est d'ici 2 ans, dans les zones à faible émission, où les solutions batteries ne répondent pas vraiment au cahier des charges. Ça fait des véhicules trop lourds qui ne peuvent plus transporter de charge utile. C'est vrai que... Exactement, vous remplissez votre véhicule de batterie où le poids est trop important, ou alors vous êtes obligé de sacrifier l'autonomie. Donc là, il y a vraiment des créneaux dans lesquels l'hydrogène est tout à fait pertinent. Et là, il y a une vraie accélération sur le marché. Donc ces marchés-là, on voit, et sur les poids lourds en particulier, les premières centaines de camions, milliers de camions, arriver d'ici 2025-2026. Donc ça veut dire que les choses sont vraiment en train de se mettre en place, hein. On est en train de mettre aussi l'infrastructure en place, hein. On a juste annoncé il y a quelques jours la première station poids lourd dans la région de Marseille, qui est exactement autour de cette opportunité-là. Ensuite, c'est les trains. Alors les trains, c'est une réalité, hein. En Allemagne, vous avez déjà des trains qui fonctionnent à l'hydrogène. Il y a un certain nombre de pays qui sont en train de le regarder, sachant que là, le marché est très clair, hein. Il y a plus de 40% des lignes en Allemagne et en France qui ne sont pas électrifiées aujourd'hui. Donc c'est du diesel ou du... je sais pas comment... Ouais. Donc c'est du diesel principalement, et donc vous avez le choix entre électrifier avec toutes les conséquences, il y a le coût, mais aussi toutes les conséquences environnementales, ou passer à l'hydrogène. Et là, le gros avantage des trains, c'est qu'avec quelques stations de remplissage, au départ et à l'arrivée, vous êtes capable globalement d'assurer l'ensemble de la liaison. Les trains en Allemagne ont démontré il y a quelques semaines plus de 1100 km d'autonomie. Donc c'est quelque chose qui peut vraiment faire de grandes lignes, même régionales. Donc ça va devenir dans notre quotidien. Et puis, à une échelle un petit peu plus longue, donc c'est 10 ans, on verra probablement les premiers avions à hydrogène, probablement des avions régionaux dans un premier temps, car c'est là où il y a le meilleur créneau. Donc on voit bien que on est moins dans le domaine du quotidien, la voiture particulière ou la maison, qui pour nous est plus reculée et où il y a d'autres solutions, hein, qui s'adaptent bien aujourd'hui. Par contre, on voit que dans ces solutions industrielles ou B2B, business to business, là il y a des vrais besoins assez vite, hein. et les choses vont assez vite effectivement. Dernière question pour conclure, on est là au rendez-vous Investir Days. Une des particularités du groupe Air Liquide, on le dit souvent, hein, c'est une valeur chouchou des petits actionnaires. Plus d'un tiers du capital est détenu par des particuliers, des petits porteurs. Quelle attention vous portez à cet actionnariat et pourquoi c'est important pour vous de mettre l'accent sur cet actionnariat ? Vous parliez de la culture d'Air Liquide et je pense que depuis mon entrée dans le groupe, j'ai cette culture de l'actionnariat individuel. C'est très important. Et on apprécie énormément la fidélité de nos actionnaires individuels. Et je voudrais prendre cette occasion pour les remercier. Pour nous, ça nous assure évidemment une stabilité, une confiance, mais aussi une vision long terme. Je prends personnellement beaucoup de plaisir à échanger avec des actionnaires qui me racontent que leurs parents, leurs grands-parents, leurs enfants, leurs petits-enfants sont actionnaires d'Air Liquide. Et je pense que cette fidélité, cet attachement au groupe Air Liquide est extrêmement valable. Je pense que c'est la reconnaissance aussi que de par son histoire, de par sa trajectoire de performance, mais aussi sur la durée, sa capacité d'inventer sans cesse l'avenir, ce groupe est vraiment un groupe exceptionnel. Merci François, merci à toutes et à tous et restez branchés pour d'autres invités à l'occasion de cet Investir Day. Merci beaucoup. Merci David.